Bonjour. Il reste que 44 minutes 19. Voilà. On va aujourd'hui passer en revue un thème qu'on avait déjà vu dans les précédentes tables rondes, les précédents colloques, rencontres des santé de Nice. On va essayer d'être beaucoup plus incisif parce que ce sujet n'est pas nouveau. Mais il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps. Et notamment, encore ce matin, il y a un bel article sur le 1,5 milliard que le gouvernement Macron va mettre sur la table pour faire avancer notamment l'IA, l'intelligence artificielle, qui fait partie évidemment des nouvelles technologies qui utilisent pleinement le numérique en santé. Et puis pour introduire cette table ronde, je voulais citer l'interview de Mounir Mahjoubi qui a eu lieu le 23 mars, donc c'est tout récent, et qui disait notamment... C'est pour me mettre bien avec Mounir Mahjoubi. Le numérique et l'innovation en santé permettent de développer de nouvelles pratiques, tandis que la télémédecine constitue une réponse à la problématique spécifique des déserts médicaux. Le numérique transforme notre façon de penser, l'accessibilité des soins et favorise le partage d'informations entre les différents acteurs du système de santé, leur coopération ou encore le suivi des patients. Première chose. Puis un tout petit peu plus loin dans l'interview, il disait, à la question du journaliste, en parallèle, il faut également lutter contre la fracture numérique territoriale en garantissant une connexion fiable, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de connexion, c'est quand même difficile de faire du numérique. Une connexion fiable à Internet et au réseau mobile, c'est tout l'enjeu du plan haut débit et très haut débit que porte le gouvernement et qui garantira à tous, d'ici à 2020, un accès au bon débit et la généralisation de la couverture mobile à tous de qualité d'ici 2022. Voilà. Donc ensemble, on va partir de ce consensus qu'on nous met à toutes les sauces en ce moment, c'est que le numérique, c'est l'avenir, c'est le nouveau nirvana pour à la fois l'industrialisation, la réindustrialisation de notre pays, mais aussi pour moderniser la santé. Alors, je vais commencer par une question, notamment à Patrick Maléa, puis ensuite on verra avec Olivier Guérin. De façon générale, vous qui êtes dans un grand groupe mutualiste, un très grand groupe, comment vous voyez les problèmes d'accessibilité et de qualité des soins, comment vous les qualifiez? Déjà, bonjour et bonjour à tous. Je vous ai parlé justement du sujet de l'accès aux soins, justement pour bien lancer cette table ronde. Et montrer que nous nous intéressons à cela parce qu'il nous faut avoir, au-delà du discours sur le digital, il nous faut avoir à nouveau l'appétit et l'envie de but. Aujourd'hui, la grande difficulté des politiques favorables au développement de la digitalisation dans le secteur de la santé ont bien souvent laissé un peu de côté le but, la conquête. Que voulons-nous faire de mieux? Où voulons-nous réellement progresser? Et le regard que nous portons au niveau de la Ménage Group, c'est de faire en sorte de banaliser finalement un petit peu ce travail sur la digitalisation au profit du temps qui est nécessaire d'arbitrage, de décision, d'évolution que nous devons conduire avec les professionnels de santé, mais pour aller à la conquête d'un nouveau but. Vous savez, tout à l'heure, on a commencé en disant « Quel est votre rêve ?» Moi, mon rêve, c'est de commencer à revoir apparaître en France le Lavoisier du XXIe siècle, la Curie du XXIe siècle, qui étaient des femmes, des hommes qui, finalement, tout en étant dans une excellence scientifique, dans un regard très fort avec les technologies de l'époque, avaient un but de transformation qui s'appuyait sur de la philosophie, de la politique, des lois, des règlements, et ça a permis finalement ces nouvelles conquêtes. Et l'enjeu que nous avons, nous, aujourd'hui, en voulant banaliser la démarche du digital, c'est vraiment redonner aux professionnels et aux patients cette possibilité d'aller vers cette conquête d'un mieux. Et donc, dans l'accès aux soins aujourd'hui, ou pour pouvoir parler des problématiques de désert quand ils s'expriment, et dans nos campagnes et dans nos villes, il nous faut quand même déjà mettre bien en avant le problème que nous voulons résoudre et le but que nous voulons atteindre. Voilà un peu l'état d'esprit qui est le nôtre. Merci. Donc, c'est l'humanisme progressiste. Hein, tout à fait. Je vais me tourner vers le professeur Olivier Guérin. Bonjour Olivier. Et poser un peu la même question, c'est-à-dire comment, quand on est à la fois un responsable politique et aussi un professeur
dans un CHU et qu'on se préoccupe particulièrement des personnes fragiles, comment on voit cette problématique d'accessibilité aux soins? Bonjour Joël, bonjour à tous. Évidemment, je partage ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire que la numérisation dans le domaine de la santé n'est évidemment qu'un outil au service d'un but de progrès pour l'ensemble de nos patients. Alors je vais parler de ceux que je connais le mieux moi comme patient, c'est-à-dire et qui sont accessoirement parmi les plus complexes, c'est-à-dire les patients âgés, notamment les âgés polypathologiques, dans cette nécessité d'améliorer leur accès aux soins. Au-delà de l'accès, c'est bien l'ensemble de leur parcours qu'il faut sécuriser, mais c'est quelque chose qu'on se dit tous depuis déjà un certain temps. Le seul moyen que l'on a de sécuriser leur parcours, c'est dans un contexte de partage complet d'informations, d'avoir par les acteurs du premier recours, qu'ils soient médecins ou professionnels de santé, mais parlons notamment des médecins, que ces acteurs du soin de premier recours puissent avoir, concernant ces patients, comme pour les autres, toutes les réponses dont ils ont besoin au moment où ils se posent les questions. Et cet enjeu de temps réel, c'est un enjeu qui matche bien avec le numérique, évidemment. Mais derrière ces réponses, c'est toute notre organisation du système de santé qui se cache. Donc est-ce qu'on est prêt, quand Patrick parlait de but, est-ce qu'on est prêt à remettre à plat, mais vraiment, nos organisations, leur mode de financement, pour que ça puisse produire un modèle pérenne en termes de revenus pour les acteurs comme pour les établissements. Est-ce qu'on est prêt à ça? Si on est prêt à ça, on a toutes les solutions pour pouvoir le faire. Merci. Alors Fabrice Broutin, on est évidemment très attentif à ce que vous allez pouvoir nous dire. Vous êtes dans un très grand groupe, le groupe Schneider, qu'on connaît, Schneider Electric. Mais pour vous, pareil, qu'est-ce que c'est? Quel est le périmètre sur lequel la technologie a du sens quand on parle d'accessibilité aux soins? Et de qualité des soins. Et de qualité. Oui. Alors sur la qualité des soins, moi je ne vais pas m'aventurer parce qu'il y a des spécialistes qui sont là. Par contre, je vais vous parler de notre métier chez Schneider. Et notre métier, c'est le bâtiment. En fait, on peut transformer le bâtiment et on est là pour créer les conditions pour que le soignant puisse exercer son métier dans les meilleures conditions avec ce bâtiment qui va se transformer, qui va être de plus en plus numérique. Donc, notre métier, c'est d'observer. On va observer les spécialistes, les soignants. On va être attentif aux usages. On va ensuite, on va mettre en place un travail collaboratif avec notre écosystème, des constructeurs qui ont des solutions complémentaires, qui sont dans la salle également, qui sont partenaires, et voir, on va embarquer des startups. Ça, c'est notre boulot. Et j'ai souvent envie de dire qu'on est des facilitateurs d'intelligence collective, parce que aujourd'hui, la richesse, les talents, ils sont dans les hôpitaux. Et il faut mettre cette richesse en perspective. Notre finalité, c'est quand même de trouver des solutions. C'est de les tester, de les valider, et ensuite de les industrialiser pour que le bâtiment évolue dans une vraie technologie numérique et que les solutions qu'on va mettre en exergue soient en interaction avec le parcours du patient et surtout avec les besoins des soignants. Donc on va fournir de l'intelligence au bâtiment pour que le soignant puisse se focaliser sur ses tâches qui sont le soin. Donc, et comme Olivier le disait, en fait, le numérique, c'est juste un outil, mais c'est surtout pas une finalité. Alors justement, Patrick, je me tourne vers vous. À MNH, comment on voit ça? Donc, quelle place vous donnez à la digitalisation pour lutter contre les inégalités de santé? Nous avons fait un gros travail depuis plusieurs mois pour pouvoir passer à une échelle qui autorise ce que j'appelais tout à l'heure une certaine banalisation, c'est-à-dire finalement développer très largement une solution mature, simple, robuste pour favoriser par exemple la pratique de la médecine grâce à des moyens de communication.
ce que l'on appelle plus vulgairement la télémédecine, mais j'ai tendance à vouloir gommer les mots, puisque ce que l'on va surtout essayer de faire, c'est faire en sorte que des professionnels pratiquent leur métier dans de bonnes conditions, au bon moment, si possible, puisqu'on voit bien aujourd'hui les retards que nous pouvons avoir dans certaines prises en charge qui peuvent causer quand même des aggravations qui pourraient être largement évitables. Et donc nous sommes partis, par exemple, dans cette volonté de pouvoir opérer avec les professionnels de santé des solutions permettant de travailler autrement, et puis nous l'espérons maintenant, de leur permettre de pouvoir aussi gagner leur vie autrement, puisque ce qui a été longtemps une entrave, je dirais, assez pratique, qui semblait dans un certain nombre de domaines normal et facile d'accès, pour autant, ce n'était pas un moyen de pouvoir installer correctement son exercice, quoi. Et donc ces activités de pratique généralisées, banalisées, en confiance de la télémédecine, sont des enjeux que nous portons. Deuxième aspect qui nous paraît important, c'est quand même, finalement, on promet quoi à travers la digitalisation aujourd'hui ? Je l'ai souvent dit, mais on promet la capacité d'entendre un peu plus précocement ce qui se joue au moment où la maladie s'annonce. Ce qu'on peut appeler la proximité et la permanence dans les termes qui ont été souvent consacrés dans la loi. Et c'est vrai que le digital, en portant cette petite boîte que nous avons largement adoptée dans nos vies quotidiennes, il faut pouvoir espérer que nous intervenions un peu plus tôt, quoi. Et donc, ces éléments-là, si nous acceptons de les banaliser, si nous acceptons vraiment de les regarder avec des finalités qui sont marquées par le but, nous avons matière à essayer de faire un peu mieux. Et c'est vraiment le sujet donc, des programmes d'investissement et de développement que porte Ménage Group, quoi. Merci. Anthony Barraud, donc DV Santé. Donc Anthony, moi ma question, vous dirigez, vous êtes un membre très actif et dirigeant d'une entreprise qu'on classe encore dans les startups. La coopération entre les professionnels de santé est une des clés de l'amélioration des soins. En quoi la technologie apporte vraiment quelque chose ? Parce que, comme disait Olivier, encore faut-il que l'organisation derrière cette technologie suive. C'est pas la technologie elle-même qui fait qu'on se coordonne. Tout à fait. Bonjour tout le monde d'abord. Effectivement, alors moi j'ai cette chance-là en fait d'avoir cette double casquette que vous venez de décrire d'abord, effectivement, enfin de pouvoir concevoir imaginer des solutions et d'être comme Olivier, c'est-à-dire un professionnel de santé, voilà, et d'être au contact des patients. Donc d'abord, le vrai enjeu en fait, c'est effectivement la qualité des soins. Et pour nous soignants, la qualité, c'est quoi ? C'est du temps, quoi. Donc c'est du temps de disponibilité à destination des patients, aussi bien du temps médical que du temps paramédical. Donc ça veut dire que derrière, imaginez que demain on puisse améliorer cet objectif qui est un prérequis absolu, c'est orienter les conceptions de technologie, de numérique et de nouvelles technos à destination de ce besoin-là. Il faut qu'on puisse améliorer la qualité. Et donc il y a plusieurs volets en fait pour l'améliorer. Il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'organisationnel. Donc aujourd'hui, les professionnels de santé souffrent de ne pas pouvoir bien communiquer les uns avec les autres, d'avoir du mal à organiser un parcours de soins. Ça paraît rigolo en 2018, mais c'est vraiment très complexe, et aussi bien dans l'environnement hospitalier que dans l'environnement de ville. C'est un frein majeur à l'installation de médecins traitants dans des déserts, entre autres. C'est un frein majeur à l'installation de personnel hospitalier dans des équipes qui sont en carence. Et donc ça, la techno doit être au service de cet adressage de besoins. Donc sur le volet organisationnel, il est aujourd'hui impensable que toutes ces technos ne puissent pas permettre d'intégrer des méthodes de fonctionnement qu'on utilise dans des CRM, par exemple, ou dans des optimisations logistiques, pour que le temps qui n'est pas à valeur ajoutée, mais qui est gaspillé en fait par des professionnels de santé à d'autres tâches, ne puisse pas être optimisé et passer en mode entre guillemets industrialisé. Donc ça c'est un enjeu majeur. Et puis derrière, ça ne peut pas être décorrélé des points de rupture et de l'accompagnement des professionnels dans le fait de gommer les points de rupture. Donc ça veut dire que derrière aussi, cette techno devra être accompagnée pour qu'il y ait une conduite du changement à destination des professionnels qui se sentent accompagnés dans cette mutation-là. Merci. Moi, je rebondirais aussi sur la crise des EHPAD là, qu'on vient de vivre, qui n'est pas terminée d'ailleurs, où il y a un manque criant de ressources et qui aboutit, les deux ont l'air d'être assez liés, à une maltraitance des personnes âgées en EHPAD. Est-ce que la technologie, Fabrice, peut
améliorer les choses. Et quand elle le fait, au-delà des jolis mots, des jolies phrases, comment elle le fait très concrètement? Ouais. C'est-à-dire, comment on vient redonner du temps, justement, puisque ce que vient de dire Anthony, comment on vient redonner du temps aux soignants? Alors oui, la techno peut améliorer les choses. Clairement, oui. On a des exemples de solutions déployées. On a des mesures de satisfaction qui le montrent. Ensuite, la question, c'est faut-il renforcer la présence humaine? Et globalement, tout le monde dans la salle, tout le monde dit oui, effectivement, il faut renforcer la présence humaine. Par contre, est-ce que en renforçant si on renforce cette présence humaine, on arrive à des limites économiques à chaque fois? Donc, en fait, nous, on est persuadé que l'IoT, l'objet connecté, peut être en partie la réponse. Et la techno que l'on apporte, c'est plus une présence augmentée qui va être virtuelle, en complément d'une présence humaine qui va être réelle. Et moi, j'ai deux exemples. Un exemple sur l'hôpital, et puis sur un EHPAD. Sur l'hôpital, on a un bâtiment qui va être en interaction avec le parcours du patient, c'est-à-dire que globalement, on va avoir un système de gestion, notre système de gestion du bâtiment qui va être connecté avec le système du dossier patient et le système du parcours du patient. Et très concrètement, Madame Michu, qui arrive à 8 heures aux administrations, elle va être dans sa chambre avec une chambre qui va être à bonne température, au bon éclairage, si elle a des problèmes, une opération ophtalmologique. Ensuite, elle va passer en salle d'opération avec la bonne pression, la bonne température, la bonne hygrométrie. Et en fait, on va tendre vers un hôpital qui le mot peut faire peur, mais qui va être robotisé, en fait. Et puis en EHPAD, on a beaucoup d'exemples également. Est-ce que le métier, par exemple, des aides-soignantes, c'est de surveiller la nuit les résidents? Ben, clairement, non. Il faut qu'ils se concentrent sur leur tâche humaine. Et ça, l'IoT, l'objet connecté, des solutions qu'on développe, le font à leur place. Et globalement, on a des aides-soignantes qui font des rondes la nuit, qui sont au mieux inutiles, voire qui peuvent générer du désordre, parce que c'est je vous expliquais, quand une aide-soignante fait une ronde, elle ouvre la porte, la lumière rentre dans la chambre, et quand elle ferme la porte, on a le clic de la porte qui réveille le résident. Donc, laissons l'IoT, laissons l'intelligence artificielle surveiller les résidents. Vous vouliez réagir, Patrick? Juste sur Oui, après. Juste sur ce point sur les EHPAD, je pense que c'est par exemple un exemple très criant du besoin de rompre quand même avec les approches qui étaient surtout liées aux technologies. Les technologies rendent des services, mais ces services n'existent que s'ils sont incarnés dans l'organisation. Nous avons été parmi les premiers à déployer la télémédecine en EHPAD. La notion prendre soin en EHPAD d'un résident me semble assez consubstantielle de la plupart des professionnels qui interviennent dans ce champ-là. Pour autant, le temps que l'on peut consacrer à l'organisation du prendre soin et, entre autres, essayer d'utiliser à bon escient cette possibilité de pouvoir avoir un expert distant pour pouvoir intervenir sur des situations afin d'éviter des hospitalisations, puisqu'on a montré très largement à travers des études l'avantage que cela pouvait procurer sur ce type de population. Ben, ce temps-là n'existe pas. Et l'évolution qui est heureuse actuellement dans les sociétés ou dans les organisations, parce qu'il n'y a pas que des sociétés qui vont pouvoir promouvoir ces nouvelles offres de services à destination, par exemple, des EHPAD, se tient plus aujourd'hui dans la capacité à intervenir plutôt que dans la promotion d'un dispositif technique. Et je veux donner un exemple, par exemple, de modèle économique, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir apporter la télémédecine un jour donné pour, par exemple, systématiser une consultation d'accueil des nouveaux résidents qui rentrent dans un EHPAD, ou aider certains EHPAD en matière de situation et d'organisation à positionner au bon moment
une téléconsultation pour éviter une aggravation ou une situation que l'on n'arrive plus à maîtriser. Évoquant cela, je peux créer un peu le trouble dans la tête de certains en disant mais finalement pourquoi les professionnels dans les EHPAD ne le font pas? Parce que la réalité, c'est qu'entre le prescrit et ce qui se passe tous les jours, on voit bien cette absence de temps. Et donc, l'évolution du digital dans ces métiers-là, c'est une évolution qui se compose éminemment sur des modes d'intervention qui sont humains, qui sont mutualisés, qui recréent de la proximité et qui amènent cette solution technologique. L'idée de dire je vous paye une solution, mettez-la en place dans votre EHPAD et utilisez-la, ça ne fait pas un but. Voilà. Et donc, je suis heureux, moi, de constater aujourd'hui que nous voyons maintenant apparaître des entreprises, entre autres, qui vont essayer d'adresser plus globalement le sujet. Et dans les négociations qui se jouent actuellement, ne perdons pas de vue que le demandeur a autant d'importance que l'expert qui sera à distance. Oui, alors dans la crise des EHPAD que tu cites, Joël, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que des enjeux purement médico-sociaux, sanitaires. La crise des EHPAD, c'est le révélateur de qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue sociétal de nos aînés parmi nous. C'est ça la question qu'il y a derrière. Et quels moyens on est prêt à mettre pour les accompagner quand la perte d'autonomie survient. C'est une question qui est beaucoup plus profonde qu'un problème purement technique ou même de RH. C'est plus que d'avoir des ressources. C'est beaucoup plus profond que ça. Et que chacun d'entre nous doit se poser la question de qu'est-ce qu'il souhaite faire de ses aînés, qu'est-ce qu'il souhaite faire, qu'est-ce qu'il souhaite pour lui quand il le sera. C'est plutôt ça, à mon avis, parce que là, c'est vraiment une question très profonde. D'ailleurs, Agnès Buzyn le voit comme ça, puisqu'elle nous a consulté assez régulièrement là-dessus, et notamment la Société française de gériatrie de gérontologie, pour essayer de construire un projet de société pour nos aînés. C'est vraiment ça. Et avec eux, accessoirement, ça serait quand même bien de leur poser la question, ou ceux qui vont l'être dans très peu de temps, mais ce qui est à peu près le cas de tout le monde, finalement, puisqu'on a tous comme objectif d'être vieux, parce que sinon, c'est qu'on est mort. Donc, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est bien quand même de le rappeler. Si on rentre quand même sur des aspects plus techniques, l'enjeu du décloisonnement du sanitaire, du médico-social et du social, vous n'êtes pas d'accord? Non, il vient de... Ah, d'accord, ok, j'ai pas vu. Zut, il faudra que je le revoie. L'enjeu du décloisonnement, il est majeur, mais il est sur les trois secteurs, sanitaire, médico-social et social. La techno, le digital, évidemment, va y contribuer. Évidemment que ça redonne aussi du temps humain, du temps dans les tâches humaines. On le dit depuis le début. Sur la sécurisation des parcours, effectivement, à partir du moment où la perte d'autonomie est suffisante pour là aussi c'est très français, mais pour contraindre à aller en EHPAD finalement, parce que dans d'autres pays, notamment d'Europe du Nord, on rentre dans des systèmes de domicile adaptatifs à la perte d'autonomie progressive plus précocement finalement, ce qui permet d'ailleurs de renforcer le lien social. En France, on rentre en EHPAD quand on est déjà très dépendant le plus souvent, et notamment très lié, puisque c'est plus de la moitié du type de dépendance à la dépendance cognitive. Donc, ce qui rend encore plus difficile la sécurisation des trajectoires, puisque les patients eux-mêmes deviennent peu contributeurs à l'identification de leurs propres besoins. Donc, on a un enjeu clé qui est cette capacité de décloisonnement, de projection, de maintien sur le lieu de domicile. Pour l'instant encore, c'est une réflexion qu'on a, mais pour l'instant encore, les EHPAD sont des lieux de domicile, pas des lieux de soins à proprement parler, même si là, franchement, la frontière devient de plus en plus floue, ce qui est une vraie question à traiter aussi. Et puis le domicile privatif. Il ne faut pas faire de différentiel dans les approches entre un patient âgé chez lui, isolé, il y en a beaucoup, un patient âgé, un citoyen âgé chez lui, isolé, en perte d'autonomie, et puis celui qui est en établissement collectif, qui est l'EHPAD. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on arrive à réfléchir à cette vision globale de projection, de détection, et derrière d'avoir, encore une fois, ce système organisé qui permet d'anticiper les décompensations, puisqu'on est vraiment sur des enjeux de prévention secondaire, d'éviter les décompensations de pathologies chroniques, c'est ça l'enjeu premier,
sur le domicile, privatif comme collectif. Et là, on a besoin donc d'entendre plus précocement, ça c'est sûr, et ensuite de sécuriser le parcours quand on a entendu. Et d'éviter éviter justement que ce parcours se transforme en simplement un placement très tard. 18 mois de vie dans les EHPAD en moyenne, ça fait un peu peur. Voilà. On va revenir peut-être sur la technologie. Je rebondis juste, oui. Voilà, c'est discussion de médecins, désolé, mais je rebondis non, dessus. Mais on va vous laisser. C'est une petite digression, mais on est un peu là pour ça. C'est l'illustration de ce que tu viens de dire, Olivier. Il y a 10 jours, j'ai été obligé, le terme n'est pas adapté, mais du coup, on a dû prendre en charge une patiente de 97 ans qui arrivait de l'EHPAD, complètement démente, semi-grabataire malheureusement, et du coup, chute répétée, et elle arrive pour une fracture du col fémorale, bien sûr, indication de prothèse totale, donc prothèse de hanche à 97 ans, ça arrive, et donc il faut qu'on l'endorme. Le tuteur, bien sûr, pas là, elle habite dans l'EHPAD à 35 km du centre hospitalier. Là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Malheureusement, il faut y aller, donc on y va, et comme la technique médicale est assez éprouvée désormais, et que c'est vrai qu'on a fait des belles innovations médicales, donc on arrive à opérer avec succès une patiente d'une prothèse de hanche sans qu'elle saigne et sans trop la détériorer en 40 minutes à peu près, on arrive à l'endormir, on arrive à la réveiller, ça pose plus aucun problème. Par contre, c'est derrière, quid ? Derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Donc cette patiente, elle monte en service d'orthopédie dans une unité qui n'est pas particulièrement adaptée à faire du grand âge et du coup plutôt de la technique. Cette patiente, il ne faut absolument pas qu'elle chute. Du coup, voilà, c'est contention mécanique, qu'est-ce que je fais ? Et donc au total, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'elle reparte très très vite dans l'EHPAD, du coup, rapidement. Mais du coup, là, tout le monde est perdu. Et on est vraiment dans un point, dans une chaîne qui est complètement éclatée et dans un point de paroxysme en fait de la désorganisation ou du volet organisationnel sur lequel on attend, nous, professionnels, d'avoir des outils, certes de techno et de numérique, pour que derrière, le médecin traitant puisse du coup réinvestir. Oui, j'entends les HAD, mais parfois elles ne peuvent pas malheureusement prendre immédiatement. Donc bien sûr, on y a... Et donc derrière, ça veut dire les SSR, ils sont tous bouchés malheureusement, mais... on peut avoir des réponses. On va... Mais grosso modo, voilà. Ça veut dire que derrière, sur la techno, pour les pas... professionnels, il y a des attentes, effectivement, de mise en lien de ces professionnels-là pour que et le médecin traitant, et les infirmiers, et le service, et l'environnement hospitalier puissent rebondir et permettre cette prise en charge de cette patiente derrière sur un volet post-hospitalier. Alors, justement, on va changer les modes traditionnels, hein, voilà. Donc, si Elisabeth Hubert veut bien commenter, j'entendais dire HAD, mais oui, c'est vrai, allons-y. Qu'est-ce qui se... C'est simplement une chose, c'est que je crois que il faut se garder de mélanger les différentes choses. C'est-à-dire que là, sur la base d'exemples, il y a besoin de prise en charge, d'une coordination qui va être une coordination importante. Et Dieu sait si je crois de façon absolue aux outils, aux nouvelles technologies, aux objets connectés. Donc je me retrouve tout à fait à ce que vous dites dans cette table ronde. Mais par contre, derrière, il y a besoin de professionnels. Et on ne remplacera pas par une application ou par la digitalisation ce que doit apporter le professionnel en termes de coordination, que cela soit médical, soignante, assistante sociale, c'est-à-dire le sur-mesure. Moi, je dis que de temps en temps, nous faisons de la dentelle, parce qu'effectivement, c'est du sur-mesure. Et quand vous me dites, et je vous crois tout à fait, parce que tel que vous les expliquez, le retour à domicile ou en EHPAD, puisque nous sommes appelés à intervenir en hospitalisation à domicile dans les EHPAD, pas assez, parce que précisément il y a encore trop de réticence du côté des EHPAD pour que cela soit le cas, mais il y a, et pareil dans les établissements d'handicapés, tu as raison Antoine, et j'entends qu'effectivement ils ne sont pas en situation d'intervenir rapidement, défaut des établissements d'HAD. Une intervention d'HAD, ça peut se faire en moins de 24 heures, d'autant plus en EHPAD, puisque du coup l'environnement est déjà là et déjà structuré en partie. On est strictement convergent et tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors, pour le cas d'usage, en fait, ça n'a pas pu être mis en place à H24, mais ça l'a été rapidement derrière. Mais c'est simplement pour montrer que... Et il y a aussi des ponts qui font que le manque, où il y a une rupture d'information parfois, ou un temps de décalage pour que la bonne information sorte de cet environnement hospitalier à destination de l'HAD, parce que malheureusement, il y a encore des HAD qui n'ont pas ou qui n'utilisent pas le même dossier patient que la structure hospitalière immédiate, et ainsi de suite. Donc, on est perfectible. Voilà, on est tous perfectibles et on attend de ça, et effectivement,
c'est bien de ça dont on parle, c'est-à-dire que ce sont des points de rupture, et vous le dites vous-même, donc ça veut dire que les technos demain devront travailler à ce qu'il n'y ait plus ces ruptures-là. Avec ce problème d'interopérabilité, c'est-à-dire des systèmes d'information. Je relais ce que disait Elisabeth Hubert, le problème que chaque structure est autonome pour pouvoir s'équiper et ne partage pas forcément les données des patients. Donc on peut mettre toute la techno qu'on veut, si on ne respecte pas cette interopérabilité, on ne va pas arriver à échanger des données. Moi, je voudrais poser une question pour revenir sur ce que vous disiez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet engouement pour la technologie, qui est devenu très consensuel et on parle à coups de millions, masque le problème d'organisation qu'on a du mal à résoudre? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté, c'est-à-dire de mettre trop en avant la technologie, moi qui suis plutôt assez technophile, pour éviter de traiter un problème de fond qui est justement l'organisation. Parce que les problèmes d'interopérabilité, c'est moyennement des problèmes techniques. C'est surtout des gens qui veulent garder leur application pour garder la mainmise sur une activité, soyons clairs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus? Et moi, je vais me tourner encore vers Olivier. Comment on voit les choses, oui, que ça soit au niveau justement de la vision sur les personnes âgées, avec toute cette... France Silver Eco qui réfléchit, mais aussi au niveau d'un territoire comme les Alpes-Maritimes, au niveau du GHT. Voilà. Moi, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Je comprends bien ta question. Moi, je le vois dans le sens inverse. Alors, pour arriver à mettre à plat nos organisations qui désormais, nos organisations sanitaires et médico-sociales au sens large, qui sont désormais, on va dire, en grande partie désadaptées des vrais besoins de santé publique, notamment concernant le vieillissement. Clairement, on a pris le mur de l'augmentation de longévité et son corollaire, donc la pathologie chronique, la polypathologie chronique et les risques de perte d'autonomie sur la mauvaise gestion, parce qu'à la base, la perte d'autonomie, c'est principalement de la mauvaise gestion de la pathologie chronique. C'est comme ça que ça se passe, sans avoir modifié clairement nos organisations très curatrices, très techniques. Donc ça, c'est le constat. On aurait dû le faire il y a 30 ans, mais bon... il est mieux vaut tard que jamais. En tout cas, là maintenant, on est bien dedans. Les outils numériques, je les vois plutôt comme des opportunités pour le bon coup de pied aux fesses dont on a tous besoin pour revoir nos organisations. C'est plutôt comme ça que je le vois. L'intérêt de l'outil, il est nul en termes de but, on est bien d'accord. Il faut bien qu'on soit d'accord sur le but. Mais une fois qu'on est d'accord sur le but, ça peut nous permettre d'aller plus vite sur la refonte de nos organisations, parce que ces outils vont nous l'autoriser finalement. C'est plutôt comme ça que je le vois. Très bien, merci. Ça donne de l'optimisme quand même. Anthony, quand on déploie des applications, quand on déploie des applications qui permettent aux patients, aux professionnels de santé de travailler mieux ensemble, on passe évidemment par l'adhésion obligatoire des personnels. Comment on fait pour réaliser cette mobilisation et cette adhésion des personnels à une nouvelle technologie qui perturbe leur organisation, comme on vient de le dire? Pour continuer en fait ce que dit Olivier, c'est-à-dire que la finalité, c'est pas de mettre en place des boîtes ou des briques et de les poser et de dire grosso modo te voilà un outil et tu te débrouilles avec. Le premier point, c'est d'arriver à comprendre en fait quel est le besoin initial du professionnel, enfin des professionnels, et de partager. Donc il y a des temps d'écoute qui sont hyper importants. Il faut pouvoir accompagner, décortiquer toutes les chaînes d'action en fait qui vont être nécessaires à travailler. Et donc c'est vraiment du conseil qui est une méthode absolument nécessaire et un préliminaire absolument obligatoire avant de pouvoir déployer des nouveaux outils. Donc il faut pouvoir, dans nos organisations, mettre à disposition des professionnels en situation, et c'est vraiment comme ça qu'on travaille, en situation, sur place, dans les blocs, hors les blocs, dans l'hôpital, au cabinet du médecin traitant, avec les infirmières en tournée. Des gens qui ont cette capacité d'observer, de décortiquer, avec une méthodologie d'ingénierie, et puis derrière, des professionnels en situation également, pour extraire les besoins et les traduire, pour que derrière, on puisse matcher tout ça et identifier une piste de développement d'un outil.
pour ensuite lancer cette phase d'usage, puisque l'objectif, c'est d'accompagner le professionnel dans un nouvel usage, et à destination derrière, pouvoir le suivre et avoir ses retours. C'est absolument majeur comme mise en place. D'accord. Merci. Fabrice, quand on avait échangé au téléphone, il y avait une technologie, moi, qui m'avait, une expression qui m'avait un peu troublée. C'était de faire Schneider essayait de faire un bâtiment bienveillant, le terme. Et moi, j'entendais un peu le bâtiment surveillant plutôt, mais ça doit être la culture 1984, etc. Donc, c'est quoi ce bâtiment bienveillant qui est supposé redonner du temps aux professionnels de santé? Alors, on peut croire que c'est un concept marketing. Oui, ou un peu effrayant, quand même. Alors, en fait, dans le bâtiment bienveillant, c'est plutôt de la bienveillance prévenante et non de la surveillance qui va être castratrice. En fait, c'est juste du bon sens. On a lancé ce concept de bâtiment bienveillant parce que avec la technologie de l'IoT, il nous fallait un concept, donc on a trouvé ce concept. Ce qu'on veut, c'est éviter, et on est tous d'accord là-dessus, on veut éviter de priver de liberté les résidents, éviter des solutions de contention qui vont les maintenir dans leur chambre. Et donc, ces solutions par l'IoT, donc des capteurs sans pile, sans fil, avec un algorithme, c'est-à-dire un système intelligent, va permettre au personnel de gérer les errances. Alors, j'ai encore un exemple. Un malade d'Alzheimer. Alors, je parle sous contrôle des médecins qui sont là, hein, j'espère que... Un malade d'Alzheimer qui se lève 10, 20, 30 fois par nuit, est-ce que c'est un problème ? Quand c'est un monsieur qui rentre dans la chambre des dames, comme on connaît, ça peut être un problème, oui, quand même. Alors, ça oui, effectivement. Non, mais en fait, c'est pas un problème. S'il se lève 10, 20, 30 fois... On sait que ça crée une panique, ça crée un problème dans l'établissement. Le problème, c'est la chute. C'est la chute. La chute de la personne. Elle se lève, elle chute. On multiplie les nombres de chutes parce qu'elle se lève. Et donc là, il faut intervenir. Il faut que le système digital permette de lancer une alarme à l'aide-soignante pour qu'elle intervienne parce que la personne est chutée. Si la personne sort de sa chambre et déambule dans les couloirs, dans les unités Alzheimer, est-ce que c'est un problème ? Peut-être pas. Et par contre, comme vous le disiez, je reprends votre exemple, si la personne entre dans une autre chambre qui n'est pas la sienne, là, ça devient un souci. Et il faut que le système digital puisse alerter l'aide-soignante qui va venir dans les 5 minutes. Donc en fait, le bâtiment bienveillant, c'est un bâtiment qui quand même surveille pour envoyer des informations à une équipe de nuit, par exemple, qui va décider, elle, en fonction de sa connaissance des malades, de l'action à faire. Donc c'est ça, en fait, ça envoie des informations à une centrale, c'est ça, concrètement ? Exactement. Un DECT qui va, qui va gérer les alarmes, mais l'alarme au bon moment. C'est-à-dire... D'accord. Anthony, encore une question. Pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup dans les mots. On a encore des annonces très ambitieuses de la part de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on a très très peu d'usages. Nous, en tant que cabinet conseil, on a fait une évaluation des usages pour la NAP. Et les usages en matière de e-santé, elles sont inversement proportionnelles au coût des solutions, hein, en gros. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on change de paradigme et qu'on bascule dans toute cette société avec ces belles promesses de redonner du temps aux soignants grâce au numérique, de mieux suivre les patients, de pouvoir transformer la façon dont on prend en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire, à part avoir des mots encore ? Si c'est pour reprendre une sémantique de docteur, faut y aller, faut se lâcher, quoi. Donc il y a un moment, faut arrêter
rester planqué, il faut sortir du bois. Donc il y a un vrai besoin de mise en place de vrais outils. Et pour reprendre certaines des discussions d'hier, sur la verticalité en fait, dans l'analyse de ces mises en place de grands projets, effectivement, ça reste un frein, quoi. Donc il faut y aller sur le terrain. Et je pense que les experts, en fait, ils sont dans la place, hein, ils sont sur le terrain. Donc ça, Olivier, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a des très très beaux projets sur site qui en fait n'arrivent pas à développer de l'ampleur alors qu'ils ont de l'usage, mais parce qu'ils arrivent en collision dans la maîtrise d'ouvrage d'un autre projet qui mettra peut-être un petit peu moins de temps que le bâtiment de Nice dont on entendrait parler hier, mais bon, qui met quand même, qui a sa temporalité à lui, qui n'est pas la temporalité du professionnel de santé. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément à prendre en compte. On ne peut plus se permettre d'attendre 10, 15 ans ou même 2 ans d'avoir une évaluation et la mise en place d'une AMOA pour un projet d'envergure. C'est plus possible. Si on fait ça, on va louper le train, le bateau, et on va couler. Ça, c'est très clair, quoi. Et du coup, on laissera passer l'intelligence en fait qui est sur le terrain et qui est portée par les professionnels qui sont les vrais experts. Et puis après, le deuxième volet, c'est le volet financier. Donc là, nos amis québécois, ils vont rigoler quand ils vont entendre les enveloppes dont on dispose lorsqu'on n'est pas dans des grands projets d'avenir. Pour reprendre la sémantique des projets d'avenir, les 5 derniers, là, qui étaient une enveloppe de l'ordre de 80 millions d'euros. Donc les projets qui n'étaient pas éligibles et qui sont des expérimentations, si ça doit être le terme adapté, voilà, on y va ça et là avec 20, 50, 100, 200 cas, et puis ça s'arrête, quoi. Aux États-Unis ou sur le continent nord-américain. L'année dernière, j'ai vraiment eu la chance d'aller voir le Techno Montréal, donc la Technopole e-santé à Montréal. On a pris peur, quoi. C'est-à-dire que tous les spin-offs en fait, qui sortaient de la sphère universitaire étaient financés sur un premier tour à 2-3 millions de dollars, quoi. Donc ça donne juste une idée de la différence de mise en place. On a en France l'intelligence, on a la pertinence du sujet, on a les experts qui sont sur site, et parfois on leur donne des bribes, quoi. Donc l'usage, il demande du volume, il demande de la mise en place, il demande d'aller vite, il demande de la conduite du changement, on en parlait tout à l'heure, à destination des utilisateurs. Et ça demande clairement de la finance. Donc il faut y aller, il faut se lâcher, il faut financer. Merci. Donc on a quasiment fini. Moi, je voulais le mot de la fin, Olivier, peut-être, pour qu'on arrive enfin à basculer. Le message fort, c'est quoi ? Alors pour qu'on arrive, alors comme le disait Anthony, déjà il faut avoir envie, comme le disait Patrick, il faut avoir le but. Donc si on a envie d'aller au but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire l'amélioration, et enfin qu'on ait un système global, hein, parce que vous avez tout à fait raison, hein, que je le disais tout à l'heure, hein, et sanitaire et médico-social et social, parce que c'est comme ça qu'on sécurise vraiment, notamment, alors c'est pas propre au vieillissement, c'est à la pathologie chronique finalement. On parle de la pathologie chronique. Sur l'aigu, on est plutôt bon en France. C'est sur le chronique qu'on est mauvais, mais pas de bol, c'est les 3/4 des dépenses de l'assurance maladie, quoi. Donc il est peut-être temps qu'on fasse quelque chose. On met beaucoup d'argent pour une efficience pas terrible pour nos concitoyens et nos malades. Alors moi je dis ok, on a envie, on a le but. Premier des verrous, on fait péter la tarification à l'acte. Et on revoit fondamentalement la tarification à l'activité. Donc ça, c'est pour les professionnels libéraux pour l'un et les établissements pour l'autre, qui est un verrou absolu à une réflexion profonde de réorganisation. Donc on est d'accord ? Et deuxième élément, on fait confiance au territoire. Donc on arrête la centralisation jacobine et on permet au territoire qui sont les... Quand je dis les territoires, c'est tous les acteurs, hein, c'est le pacte territorial, hein, de pouvoir arrêter de faire de l'expérimentation qui finit en eau de boudin et d'arriver à structurer. Hein, on n'aura jamais quelque chose d'universel, il faut des choses interopérables, ça oui. Mais c'est plus un enjeu technologique, l'interopérabilité. Hein. C'est se cacher derrière son petit doigt que de dire « Ah oui, mais bon, là, si on a envie, ça se parle. Hein. » C'est pas ça qui est très compliqué maintenant. Hein. Donc, c'est pas ça le problème. Par contre, qu'on ait la capacité de déployer sur le territoire et derrière d'ancrer ce déploiement dans la pratique usuelle. Merci, ça c'est un message de fin, au moins punchy. Merci beaucoup à tous les quatre.